Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. J'ai une petite tête, je sais. J'avais quand même envie de lire. On n'a pas toujours la tête qu'on mérite. Ou pas, peut-être que c'est celle que je mérite, peut-être qu'elle va s'aggraver encore, ou peut-être que ça ira un peu mieux d'ici quelques temps. J'espère, sinon c'est pas grave. Je reprends à la recherche du temps perdu. Un amour de Swann maintenant. Et j'espère que vous allez bien. Surtout, et faites bien attention à vous. Un amour de Swann. Pour faire partie du petit noyau, du petit groupe, du petit clan des Verdurins, une condition était suffisante, mais elle était nécessaire. Il fallait adhérer tacitement à un credo dont un des articles était que le jeune pianiste, protégé, est-ce que n'était pas suffisante, mais elle était nécessaire? Il me semble qu'il y a une erreur, mais je ne sais pas. Il fallait adhérer tacitement à un credo dont un des articles était que le jeune pianiste, protégé par Madame Verdurin cette année-là, et dont elle disait « ça ne devrait pas être permis de savoir jouer Wagner comme ça », enfonçait à la fois Planté et Rubinstein, et que le docteur Cottard avait plus de diagnostic que Potin. Toute nouvelle recrue à qui les Verdurins ne pouvaient pas persuader que les soirées des gens qui n'allaient pas chez eux étaient ennuyeuses comme la pluie, se voyait immédiatement exclue. Les femmes étant à cet égard plus rebelles que les hommes à déposer toute curiosité mondaine et l'envie de se renseigner par soi-même sur l'agrément des autres salons, et les Verdurins sentant d'autre part que cet esprit d'examen et ce démon de frivolité pouvaient par contagion devenir fatal à l'orthodoxie de la petite église, ils avaient été amenés à rejeter successivement tous les fidèles du sexe féminin. En dehors de la jeune femme du docteur, ils étaient réduits presque uniquement cette année-là, bien que Madame Verdurin fût elle-même vertueuse et d'une respectable famille bourgeoise excessivement riche et entièrement obscure avec laquelle elle avait peu à peu cessé toute relation, à une personne presque du demi-monde, Madame de Crécy, que Madame Verdurin appelait par son petit nom, Odette, et déclarait être un amour, et à l'attente du pianiste, laquelle devait avoir tiré le cordon. Personne ignorante du monde et à la naïveté de qui il avait été si facile de faire accroire que la princesse de Sagan et la duchesse de Guermantes étaient obligées de payer des malheureux pour avoir du monde à leur dîner, que si on leur avait offert de les faire inviter chez ces deux grandes dames, l'ancienne concierge et la cocotte eussent dédaigneusement refusé. Les Verdurins n'invitaient pas à dîner. On avait chez eux son couvert mis. Pour la soirée, il n'y avait pas de programme. Le jeune pianiste jouait, mais seulement si ça lui chantait. Car on ne forçait personne, et comme disait M. Verdurin, tout pour les amis, vive les camarades. Si le pianiste voulait jouer la chevauchée de la Valkyrie ou le prélude de Tristan, Madame Verdurin protestait. Non que cette musique lui déplut, mais au contraire parce qu'elle lui causait trop d'impression. Alors vous tenez à ce que j'aime à migraine. Vous savez bien que c'est la même chose chaque fois qu'il joue ça. Je sais ce qui m'attend. Demain, quand je voudrais me lever, bonsoir, plus personne. S'ils ne jouaient pas, on causait, et l'un des amis, le plus souvent leur peintre favori d'alors, lâchait, comme disait M. Verdurin, une grosse faribole qui faisait s'esclaffer tout le monde. Madame Verdurin surtout, à qui, tant elle avait l'habitude de prendre au propre les expressions figurées des émotions qu'elle éprouvait, le docteur Cottard, un jeune débutant à cette époque, dut un jour remettre sa mâchoire qu'elle avait décrochée pour avoir trop ri. L'habit noir était défendu parce qu'on était entre copains, et pour ne pas ressembler aux ennuyeux dont on se garait comme de la peste et qu'on n'invitait qu'aux grandes soirées, données le plus rarement possible et seulement si cela pouvait amuser le peintre ou faire connaître le musicien. Le reste du temps, on se contentait de jouer des charades, de souper en costume, mais entre soi, en ne mêlant aucun étranger au petit noyau.
Mais au fur et à mesure que les camarades avaient pris plus de place dans la vie de Madame Verdurin, les ennuyeux, les réprouvés, ce fut tout ce qui retenait les amis loin d'elle, ce qui les empêchait quelquefois d'être libres, ce fut la mère de l'un, la profession de l'autre, la maison de campagne ou la mauvaise santé d'un troisième. Si le docteur Cottard croyait devoir partir en sortant de table pour retourner auprès d'un malade en danger, « Qui sait, lui disait Madame Verdurin, cela lui fera peut-être beaucoup plus de bien que vous n'alliez pas le déranger ce soir. Il passera une bonne nuit sans vous, demain matin vous irez de bonne heure et vous le trouverez guéri. » Dès le commencement de décembre, elle était malade à la pensée que les fidèles lâcheraient pour le jour de Noël et le 1er janvier. La tante du pianiste exigeait qu'il vînt dîner ce jour-là en famille chez sa mère à elle. « Vous croyez qu'elle en mourrait, votre mère ?» s'écria durement Madame Verdurin, « si vous ne dîniez pas avec elle le jour de l'an, comme en province ?» Ces inquiétudes renaissaient à la Semaine sainte. « Vous, docteur, un savant, un esprit fort, vous venez naturellement le vendredi saint comme un autre jour. » dit-elle à Cottard la première année, d'un ton assuré comme si elle ne pouvait douter de la réponse. Mais elle tremblait en attendant qu'il l'eût prononcé, car s'il n'était venu, elle risquait de se trouver seule. « Je viendrai le vendredi saint, vous faire mes adieux, car nous allons passer les fêtes de Pâques en Auvergne. »« En Auvergne ? Pour vous faire manger par les puces et la vermine ? Grand bien vous fasse. » Et après un silence, « Si vous nous l'aviez dit au moins, nous aurions tâché d'organiser cela et de faire le voyage ensemble dans des conditions confortables. » De même, si un fidèle avait un ami ou une habituée, un flirt qui serait capable de le faire lâcher quelquefois, les Verdurin, qui ne s'effrayaient pas qu'une femme eût un amant pourvu qu'elle l'eût chez eux, l'aima en eux et ne leur préféra pas, disaient « Eh bien, amenez-le, votre ami !» Et on l'engageait à l'essai pour voir s'il était capable de ne pas avoir de secret pour Madame Verdurin, s'il était susceptible d'être agrégé au petit clan. S'il ne l'était pas, on prenait à part le fidèle qui l'avait présenté et on lui rendait le service de le brouiller avec son ami ou avec sa maîtresse. Dans le cas contraire, le nouveau devenait à son tour infidèle. Aussi, quand cette année-là, la demi-mondaine raconta à M. Verdurin qu'elle avait fait la connaissance d'un homme charmant, M. Swann, et insinua qu'il serait très heureux d'être reçu chez eux, M. Verdurin transmit-il séance tenante la requête à sa femme. Il n'avait jamais d'avis qu'après sa femme, dont son rôle particulier était de mettre à exécution les désirs, ainsi que les désirs des fidèles, avec de grandes ressources d'ingéniosité. « Voici Madame de Crécy qui a quelque chose à te demander. Elle désirerait te présenter un de ses amis, Monsieur Swann. Qu'en dis-tu » ? Mais voyons, est-ce qu'on peut refuser quelque chose à une petite perfection comme ça ? Taisez-vous, on ne vous demande pas votre avis. Je vous dis que vous êtes une perfection. Puisque vous le voulez, répondit Odette sur un ton de marivaudage. Et elle ajouta, vous savez que je ne suis pas fishing for compliments. Eh bien, amenez-le votre ami, s'il est agréable. Certes, le petit noyau n'avait aucun rapport avec la société où fréquentait Swann, et de purs mondains auraient trouvé que ce n'était pas la peine d'y occuper comme lui une situation exceptionnelle pour se faire présenter chez les Verdurin. Mais Swann aimait tellement les femmes qu'à partir du jour où il avait connu à peu près toutes celles de l'aristocratie et où elle n'avait plus rien eu à lui apprendre, il n'avait plus tenu à ces lettres de naturalisation, presque des titres de noblesse, que lui avait octroyé le Faubourg Saint-Germain, que comme à une sorte de valeur d'échange, de lettres de crédit dénuées de prix en elles-mêmes, mais lui permettant de s'improviser une situation dans tel petit trou de province ou tel milieu obscur de Paris, où la fille du hobereau ou du greffier lui avait semblé jolie. Car le désir ou l'amour lui rendait alors un sentiment de vanité dont il était maintenant exempt dans l'habitude de la vie. Bien que ce fût lui sans doute qui autrefois l'avait dirigé vers cette carrière mondaine où il avait gaspillé dans les plaisirs frivoles les dons de son esprit et fait servir
son érudition en matière d'art à conseiller les dames de la société dans leur achat de tableaux et pour l'ameublement de leurs hôtels. Et qui lui faisait désirer de briller aux yeux d'une inconnue dont il s'était épris d'une élégance que le nom de Swann à lui tout seul n'impliquait pas. Il le désirait surtout si l'inconnu était d'humble condition. De même que ce n'est pas un autre homme intelligent qu'un homme intelligent aura peur de paraître bête. Ce n'est pas à un autre homme intelligent qu'un homme intelligent aura peur de paraître bête. Ce n'est pas à un grand seigneur, c'est par un rustre qu'un homme élégant. Ce n'est pas par un grand seigneur, c'est par un rustre qu'un homme élégant craindra de voir son élégance méconnue. Les trois quarts des frais d'esprit et des mensonges de vanité qui ont été prodigués depuis que le monde existe par des gens qui ne faisaient que diminuer, l'ont été pour des inférieurs. Et Swann, qui était simple et négligent avec une duchesse, tremblait d'être méprisé, posait quand il était devant une femme de chambre. Il n'était pas comme tant de gens qui, par paresse ou sentiment résigné de l'obligation que crée la grandeur sociale de rester rattachés à un certain rivage, s'abstiennent des plaisirs que la réalité leur présente en dehors de la position mondaine où ils vivent cantonnés jusqu'à leur mort, se contentant de finir par appeler plaisir, faute de mieux, une fois qu'ils sont parvenus à s'y habituer, les divertissements médiocres ou les insupportables ennuis qu'elles renferment. Swann, lui, ne cherchait pas à trouver jolies les femmes avec qui il passait son temps, mais à passer son temps avec les femmes qu'il avait d'abord trouvées jolies. Et c'étaient souvent des femmes de beauté assez vulgaires, car les qualités physiques qu'il recherchait sans s'en rendre compte étaient en complète opposition avec celles qui lui rendaient admirables les femmes sculptées ou peintes par les maîtres qu'il préférait. La profondeur, la mélancolie de l'expression glaçait ses sens que suffisait au contraire à éveiller une chair saine, plantureuse et rose. Si en voyage il rencontrait une famille qu'il eût été plus élégant de ne pas chercher à connaître, mais dans laquelle une femme se présentait à ses yeux parée d'un charme qu'il n'avait pas encore connu, rester dans son quant à soi et tromper le désir qu'elle avait fait naître, substituer un plaisir différent au plaisir qu'il eût pu connaître avec elle, en écrivant à une ancienne maîtresse de venir le rejoindre, lui eût semblé une aussi lâche abdication devant la vie, un aussi stupide renoncement à un bonheur nouveau, que si au lieu de visiter le pays, il s'était confiné dans sa chambre en regardant des vues de Paris. Il ne s'enfermait pas dans l'édifice de ses relations, mais en avait fait pour pouvoir le reconstruire à pied d'œuvre, sur de nouveaux frais, partout où une femme lui avait plu, une de ces tentes démontables comme les explorateurs en emportent avec eux. Pour ce qui n'en était pas transportable ou échangeable contre un plaisir nouveau, il l'eût donné pour rien, si enviable que cela parût à d'autres. Que de fois son crédit auprès d'une duchesse, fait du désir accumulé depuis des années, que celle-ci avait eu de lui être agréable sans en avoir trouvé l'occasion, il s'en était défait d'un seul coup en réclamant d'elle par une indiscrète dépêche une recommandation télégraphique qui le mit en relation sur l'heure avec un de ses intendants dont il avait remarqué la fille à la campagne, comme ferait un affamé qui troquerait un diamant contre un morceau de pain. Même après coup, il s'en amusait, car il y avait en lui, racheté par de rares délicatesses, une certaine muflerie. Puis, il appartenait à cette catégorie d'hommes intelligents qui ont vécu dans l'oisiveté et qui cherchent une consolation et peut-être une excuse, dans l'idée que cette oisiveté offre à leur intelligence des objets aussi dignes d'intérêt que pourrait faire l'art ou l'étude, que la vie contient des situations plus intéressantes, plus romanesques que tous les romans. Il l'assurait du moins et le persuadait aisément aux plus affinés de ses amis du monde.
notamment au baron de Charlus, qu'il s'amusait à égayer par le récit des aventures piquantes qui lui arrivaient, soit qu'ayant rencontré en chemin de fer une femme qu'il avait ensuite ramenée chez lui, il eût découvert qu'elle était la sœur d'un souverain entre les mains de qui se mêlaient en ce moment tous les fils de la politique européenne, au courant de laquelle il se trouvait ainsi tenu d'une façon très agréable, soit que par le jeu complexe des circonstances, il dépendit du choix qu'allait faire le conclave, s'il pourrait ou non devenir l'amant d'une cuisinière. Ce n'était pas seulement d'ailleurs la brillante phalange de vertueuses douairières, de généraux, d'académiciens, avec lesquels il était particulièrement lié, que Swann forçait avec tant de cynisme à lui servir d'entremetteur. Tous ses amis avaient l'habitude de recevoir de temps en temps des lettres de lui où un mot de recommandation ou d'introduction leur était demandé avec une habileté diplomatique qui, persistant à travers les amours successives et les prétextes différents, accusait, plus que n'eussent fait des maladresses, un caractère permanent et des buts identiques. Je me suis souvent fait raconter bien des années plus tard, quand je commençais à m'intéresser à son caractère à cause des ressemblances qu'en de toute autre partie il offrait avec le mien, que quand il écrivait à mon grand-père, qu'il n'était pas encore, car c'est vers l'époque de ma naissance que commença la grande liaison de Swann, et elle interrompit longtemps ses pratiques. Celui-ci, en reconnaissant sur l'enveloppe l'écriture de son ami, s'écriait « Voilà Swann qui va demander quelque chose, à la garde !» Et soit méfiance, soit par le sentiment inconsciemment diabolique qui nous pousse à n'offrir une chose qu'aux gens qui n'en ont pas envie, mes grands-parents opposaient une fin de non-recevoir absolue aux prières les plus faciles à satisfaire qu'ils leur adressaient, comme de le présenter à une jeune fille qui dînait tous les dimanches à la maison, et qu'ils étaient obligés, chaque fois que Swann leur en reparlait, de faire semblant de ne plus voir, alors que pendant toute la semaine on se demandait qui on pourrait bien inviter avec elle, finissant souvent par ne trouver personne, faute de faire signe à celui qui en eût été si heureux. Quelquefois, tel couple ami de mes grands-parents et qui jusque-là s'était plaint de ne jamais voir Swann leur annonça avec satisfaction et peut-être un peu le désir d'exciter l'envie qu'il était devenu tout ce qu'il y a de plus charmant pour eux, qu'il ne les quittait plus. Mon grand-père ne voulait pas troubler leur plaisir mais regardait ma grand-mère en fredonnant. « Quel est donc ce mystère ? Je n'y puis rien comprendre. » Ou « Vision fugitive. » Ou « Dans ces affaires, le mieux est de ne rien voir. » Quelques mois après, si mon grand-père demandait au nouvel ami de Swann « Et Swann, le voyez-vous toujours beaucoup ?» la figure de l'interlocuteur s'allongeait. Ne prononcez jamais son nom devant moi. Mais je croyais que vous étiez si liés. Il avait été ainsi pendant quelques mois le familier de cousins de ma grand-mère, dînant presque chaque jour chez eux. Brusquement, il cessa de venir, sans avoir prévenu. On le crut malade, et la cousine de ma grand-mère allait envoyer demander de ses nouvelles, quand à l'office elle trouva une lettre de lui qui traînait par mégarde dans le livre de comptes de la cuisinière. Il y annonçait à cette femme qu'il allait quitter Paris, qu'il ne pourrait plus venir. Elle était sa maîtresse, et au moment de rompre, c'était elle seule qu'il avait jugé utile d'avertir. Quand sa maîtresse du moment était au contraire une personne mondaine, ou du moins une personne qu'une extraction trop humble ou une situation trop irrégulière n'empêchait pas qu'il fît recevoir dans le monde, alors pour elle il y retournait, mais seulement dans l'orbite particulier où elle se mouvait ou bien où il l'avait entraînée. Inutile de compter sur Swann ce soir, disait-on, vous savez bien que c'est le jour d'opéra de son américaine. Il la faisait inviter dans les salons particulièrement fermés où il avait ses habitudes, ses dîners hebdomadaires, son poker. Chaque soir, après qu'un léger créplage ajouté à la brosse de ses cheveux roux avait tempéré de quelque douceur la vivacité de ses yeux verts, il choisissait une fleur pour sa boutonnière et partait pour retrouver sa maîtresse à dîner chez l'une ou l'autre des femmes de sa coterie. Et alors, pensant à l'admiration et à l'amitié que les gens à la mode, pour qui il faisait la pluie et le beau temps et qu'il allait retrouver là,
lui prodiguerait devant la femme qu'il aimait, il retrouvait du charme à cette vie mondaine sur laquelle il s'était blasé, mais dont la matière, pénétrée et colorée chaudement d'une flamme insinuée qui s'y jouait, lui semblait précieuse et belle depuis qu'il y avait incorporé un nouvel amour. Mais, tandis que chacune de ces liaisons, où chacun de ces flirts avait été la réalisation plus ou moins complète d'un rêve né de la vue d'un visage ou d'un corps que Swann avait, spontanément, sans s'y efforcer, trouvé charmant. En revanche, quand un jour au théâtre il fut présenté à Odette de Crécy par un de ses amis d'autrefois, qui lui avait parlé d'elle comme d'une femme ravissante avec qui il pourrait peut-être arriver à quelque chose, mais en la lui donnant pour plus difficile qu'elle n'était en réalité, afin de paraître lui-même avoir fait quelque chose de plus aimable en la lui faisant connaître, elle était apparue à Swann non pas certes sans beauté, mais d'un genre de beauté qui lui était indifférent, qui ne lui inspirait aucun désir, lui causait même une sorte de répulsion physique, de ces femmes comme tout le monde a les siennes, différentes pour chacun, et qui sont l'opposé du type que nos sens réclament. Pour lui plaire, elle avait un profil trop accusé, la peau trop fragile, les pommettes trop saillantes, les traits trop tirés. Ses yeux étaient beaux, mais si grands qu'ils fléchissaient sous leur propre masse, fatiguaient le reste de son visage et lui donnaient toujours l'air d'avoir mauvaise mine ou d'être de mauvaise humeur. Quelque temps après cette présentation au théâtre, elle lui avait écrit pour lui demander à voir ses collections qui l'intéressaient tant. Elle, ignorante qui avait le goût des jolies choses, disant qu'il lui semblait qu'elle le connaîtrait mieux quand elle l'aurait vu dans son home, où elle l'imaginait si confortable avec son thé et ses livres, quoiqu'elle ne lui eût pas caché sa surprise qu'il habitât ce quartier qui devait être si triste et qui était si peu smart pour lui qu'il était temps. Et après qu'il l'eut laissé venir, en le quittant, elle lui avait dit son regret d'être restée si peu dans cette demeure où elle avait été heureuse de pénétrer, parlant de lui comme s'il avait été pour elle quelque chose de plus que les autres êtres qu'elle connaissait, et semblant établir entre leurs deux personnes une sorte de trait d'union romanesque qui l'avait fait sourire. Mais à l'âge déjà un peu désabusé dont approchait Swann, et où l'on sait se contenter d'être amoureux pour le plaisir de l'être, sans trop exiger de réciprocité, ce rapprochement des cœurs, s'il n'est plus comme dans la première jeunesse le but vers lequel tend nécessairement l'amour, lui reste uni en revanche par une association d'idées si forte qu'il peut en devenir la cause s'il se présente avant lui. Autrefois on rêvait de posséder le cœur de la femme dont on était amoureux. Plus tard, sentir qu'on possède le cœur d'une femme peut suffire à vous en rendre amoureux. Ainsi, à l'âge où il semblerait, comme on cherche surtout dans l'amour un plaisir subjectif, que la part du goût pour la beauté d'une femme devrait y être la plus grande, l'amour peut naître, l'amour le plus physique, sans qu'il y ait eu à sa base un désir préalable. À cette époque de la vie, on a déjà été atteint plusieurs fois par l'amour. Il n'évolue plus seul suivant ses propres lois inconnues et fatales devant notre cœur étonné et passif. Nous venons à son aide, nous le faussons par la mémoire et par la suggestion. En reconnaissant un de ces symptômes, nous nous rappelons, nous faisons renaître les autres. Comme nous possédons sa chanson, gravée en nous tout entière, nous n'avons pas besoin qu'une femme nous en dise le début, remplie par l'admiration qu'inspire la beauté, pour en trouver la suite. Et si elle commence au milieu, là où les cœurs se rapprochent, où l'on parle de n'exister plus que l'un pour l'autre, nous avons assez l'habitude de cette musique pour rejoindre tout de suite notre partenaire au passage où elle nous attend. Odette de Crécy retourna voir Swann, puis rapprocha ses visites. Et sans doute chacune d'elles renouvelait pour lui la déception qu'il éprouvait à se retrouver devant ce visage dont il avait un peu oublié les particularités dans l'intervalle et qu'il ne s'était rappelé ni si expressif ni, malgré sa jeunesse, si fané. Il regrettait, pendant qu'elle causait avec lui, que la grande beauté qu'elle avait ne fût pas du genre de celle qu'il aurait spontanément préférée. Il faut d'ailleurs dire que le visage d'Odette paraissait plus maigre et plus proéminent parce que le front et le haut des joues
Cette surface unie et plus plane était recouverte par la masse de cheveux qu'on portait alors prolongés en devant, soulevés en crêpés, répandus en mèches folles le long des oreilles. Et quant à son corps qui était admirablement fait, il était difficile d'en apercevoir la continuité, à cause des modes de l'époque et quoiqu'elle fût une des femmes de Paris qui s'habillait le mieux, tant le corsage, s'avançant en saillie comme sur un ventre imaginaire et finissant brusquement en pointe pendant que par en dessous commençait à s'enfler le ballon des doubles jupes, donnait à la femme l'air d'être composée de pièces différentes mal emmanchées les unes dans les autres. Tant les ruchers, les volants, le gilet suivaient en toute indépendance, selon la fantaisie de leur dessin ou la consistance de leur étoffe, la ligne qui les conduisait au nœud, aux bouillons de dentelle, aux effilés de jets perpendiculaires, qui les dirigeaient le long du buste, mais ne s'attachait nullement à l'être vivant qui, selon que l'architecture de ces fanfreluches se rapprochait ou s'écartait trop de la sienne, s'y trouvait engoncé ou perdu. Mais quand Odette était partie, Swann souriait en pensant qu'elle lui avait dit combien le temps lui durerait jusqu'à ce qu'il lui permît de revenir. Il se rappelait l'air inquiet, timide, avec lequel elle l'avait une fois prié que ce ne fût pas dans trop longtemps, et les regards qu'elle avait eus à ce moment-là, fixés sur lui en une imploration craintive, et qui la faisait touchante sous le bouquet de fleurs de pensées artificielles fixées dans son chapeau rond de paille blanche, à brides de velours noir. « Et vous, avait-elle dit, vous ne viendriez pas une fois chez moi prendre le thé ?» Il avait allégué des travaux en train, une étude, en réalité abandonnée depuis des années, sur Vermeer de Delft. Je comprends que je ne peux rien faire, moi, chétive, à côté de grands savants comme vous autres, lui avait-elle répondu. Je serais comme la grenouille devant l'aéropage, et pourtant j'aimerais tant m'instruire, savoir, être initiée. Comme cela doit être amusant de bouquiner, de fourrer son nez dans de vieux papiers, avait-elle ajouté, avec l'air de contentement de soi-même que prend une femme élégante pour affirmer que sa joie est de se livrer sans crainte et de se salir à une besogne malpropre, comme de faire la cuisine en mettant elle-même les mains à la pâte. Vous allez vous moquer de moi, ce peintre qui vous empêche de me voir. Elle voulait parler de Vermeer. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Vit-il encore? Est-ce qu'on peut voir de ses œuvres à Paris pour que je puisse me représenter ce que vous aimez? Deviner un peu ce qu'il y a sous ce grand front qui travaille tant, dans cette tête qu'on sent toujours en train de réfléchir, me dire « Voilà, c'est à cela qu'il est en train de penser. Quel rêve ce serait d'être mêlé à vos travaux. » Il s'était excusé sur sa peur des amitiés nouvelles, ce qu'il avait appelé, par galanterie, sa peur d'être malheureux. Vous avez peur d'une affection, comme c'est drôle. Moi qui ne cherche que cela, qui donnerais ma vie pour en trouver une, avait-elle dit d'une voix si naturelle, si convaincue qu'il en avait été remué. Vous avez dû souffrir par une femme, et vous croyez que les autres sont comme elle. Elle n'a pas su vous comprendre. Vous êtes un être si à part. C'est cela que j'ai aimé d'abord en vous. J'ai bien senti que vous n'étiez pas comme tout le monde. Et puis d'ailleurs, vous aussi, lui avait-il dit, je sais bien que c'est ce que les femmes... ce que c'est que les femmes. Vous devez avoir des tas d'occupations, être peu libre. Oh, moi, je n'ai rien à faire. Je suis toujours libre. Je le serai toujours pour vous. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit où il pourrait vous être commode de me voir. Faites-moi chercher et je serai trop heureuse d'accourir. Le ferez-vous? Savez-vous ce qui serait gentil, ce serait de vous faire présenter à Madame Verdurin chez qui je vais tous les soirs, croyez-vous. Et si on s'y retrouvait et si je pensais que c'est un peu pour moi que vous y êtes? Et sans doute, en se rappelant ainsi leurs entretiens, en pensant ainsi à elle quand il était seul, il faisait seulement jouer son image entre beaucoup d'autres images de femmes dans des rêveries romanesques. Mais si, grâce à une circonstance quelconque, ou même peut-être sans que ce fût grâce à elle, la circonstance qui se présente au moment où un état, latent jusque-là, se déclare, pouvant n'avoir influé en rien sur lui, l'image d'Odette de Crécy venait à absorber toutes ses rêveries.
Si celle-ci n'était plus séparable de son souvenir, alors l'imperfection de son corps ne garderait plus aucune importance, ni qu'il eût été, plus ou moins qu'un autre corps, selon le goût de Swann, puisque devenu le corps de celle qu'il aimait, il serait désormais le seul qui fût capable de lui causer des joies et des tourments. Mon grand-père avait précisément connu ce qu'on aurait pu dire d'aucun de leurs amis actuels, la famille de ces Verdurins. Mais il avait perdu toute relation avec celui qu'il appelait le jeune Verdurin et qu'il considérait un peu en gros comme tombé tout en gardant de nombreux millions dans la bohème et la racaille. Un jour, il reçut une lettre de Swann lui demandant s'il ne pourrait pas le mettre en rapport avec les Verdurins. « À la garde !» s'était écrié mon grand-père. « Ça ne m'étonne pas du tout. C'est bien par là que devait finir Swann. Joli milieu. D'abord, je ne peux pas faire ce qu'il me demande parce que je ne connais plus ce monsieur. Et puis, ça doit cacher une histoire de femme. Je ne me mêle pas de ces affaires-là. Ah bien, nous allons avoir de l'agrément si Swann s'affuble des petits Verdurins. » Et sur la réponse négative de mon grand-père, c'est Odette qui avait amené elle-même Swann chez les Verdurins. Les Verdurins avaient eu à dîner, le jour où Swann y fit ses débuts, le docteur et madame Cottard, le jeune pianiste et sa tante, et le peintre qui avait alors leur faveur, auquel s'étaient joints dans la soirée quelques autres fidèles. Le docteur Cottard ne savait jamais d'une façon certaine de quel ton il devait répondre à quelqu'un, si son interlocuteur voulait rire ou était sérieux. Et à tout hasard, il ajoutait à toutes ces expressions de physionomie l'offre d'un sourire inconditionnel et provisoire dont la finesse expectante le disculperait du reproche de naïveté si le propos qu'on lui avait tenu se trouvait avoir été facétieux. Mais comme pour faire face à l'hypothèse opposée, il n'osait pas laisser ce sourire s'affirmer nettement sur son visage, on y voyait flotter perpétuellement une incertitude où se lisait la question qu'il n'osait pas poser. « Dites-vous cela pour de bon ?» Il n'était pas plus assuré de la façon dont il devait se comporter dans la rue, et même en général dans la vie, que dans un salon, et on le voyait opposer aux passants, aux voitures, aux événements un malicieux sourire qui ôtait d'avance à son attitude toute impropriété, puisqu'il prouvait, si elle n'était pas de mise, qu'il le savait bien et que s'il avait adopté celle-là, c'était par plaisanterie. Sur tous les points cependant où une franche question lui semblait permise, le docteur ne se faisait pas faute de s'efforcer de restreindre le champ de ses doutes et de compléter son instruction. C'est ainsi que, sur les conseils qu'une mère prévoyante lui avait donnés quand il avait quitté sa province, il ne laissait jamais passer soit une locution ou un nom propre qui lui était inconnu sans tâcher de se faire documenter sur eux. Pour ces locutions, il était insatiable de renseignements, car, leur supposant parfois un sens plus précis qu'elles n'ont, il eût désiré savoir ce qu'on voulait dire exactement par celle qu'il entendait le plus souvent employer. La beauté du diable, du sang bleu, une vie de bâton de chaise, le quart d'heure de Rabelais, être le prince des élégances, donner carte blanche, être réduit à quia, etc. Et dans quel cas déterminé, il pouvait à son tour les faire figurer dans ses propos. À leur défaut, il plaçait des jeux de mots qu'il avait appris. Quant aux noms de personnes nouveaux qu'on prononçait devant lui, il se contentait seulement de les répéter sur un ton interrogatif qu'il pensait suffisant pour lui valoir des explications qu'il n'aurait pas l'air de demander. Comme le sens critique qu'il croyait exercer sur tout lui faisait complètement défaut, le raffinement de politesse qui consiste à affirmer à quelqu'un qu'on oblige, sans souhaiter d'en être cru que c'est à lui qu'on a l'obligation, était peine perdue avec lui. Il prenait tout au pied de la lettre. Quel que fût l'aveuglement de madame Verdurin à son égard, elle avait fini, tout en continuant à le trouver très fin, par être agacée de voir que quand elle l'invitait dans une avant-scène à entendre Sarah Bernard, lui disant pour plus de grâce « Vous êtes trop aimable d'être venu, docteur, d'autant plus que je suis sûre que vous avez déjà souvent entendu Sarah Bernard, puis nous sommes peut-être trop près de la scène.
Le docteur, qui était entré dans la loge avec un sourire qui attendait pour se préciser ou pour disparaître, que quelqu'un d'autorisé le renseignât sur la valeur du spectacle, lui répondait « En effet, on est beaucoup trop près, on commence à être fatigué de Sarah Bernard. Mais vous m'avez exprimé le désir que je vienne. Pour moi, vos désirs sont des ordres. Je suis trop heureux de vous rendre ce petit service. Que ne ferait-on pas pour être agréable? Vous êtes si bonne. » Et il ajoutait « Sarah Bernard, c'est bien la voix d'or, n'est-ce pas? On écrit souvent aussi qu'elle brûle les planches. C'est une expression bizarre, n'est-ce pas? » Dans l'espoir de commentaires qui ne venaient point. « Tu sais, » avait dit Madame Verdurin à son mari, « je crois que nous faisons fausse route quand par modestie nous dépressions ce que nous offrons au docteur. C'est un savant qui vit en dehors de l'existence pratique, il ne connaît pas par lui-même la valeur des choses, il s'en rapporte à ce que nous lui en disons. » « Je n'avais pas osé te le dire, mais je l'avais remarqué, répondit Monsieur Verdurin. Et au jour de l'an suivant, au lieu d'envoyer au docteur Cottard un rubis de 3000 francs en lui disant que c'était bien peu de choses, Monsieur Verdurin acheta pour 300 francs une pierre reconstituée en laissant entendre qu'on pouvait difficilement en voir d'aussi belles. Quand Madame Verdurin avait annoncé qu'on aurait dans la soirée Monsieur Swann, « Swann ?» s'était décrié le docteur d'un accent rendu brutal par la surprise, car la moindre nouvelle prenait toujours plus au dépourvu que quiconque cet homme qui se croyait perpétuellement préparé à tout. En voyant qu'on ne lui répondait pas, « Swann? Qui ça? Swann ?» hurla-t-il au comble d'une anxiété qui se détendit soudain quand Madame Verdurin eut dit « Mais l'ami dont Odette nous avait parlé. »« Ah, bon, ça va bien. » répondit le docteur apaisé. Quant au peintre, il se réjouissait de l'introduction de Swann chez Madame Verdurin parce qu'il le supposait amoureux d'Odette et qu'il aimait à favoriser les liaisons. « Rien ne m'amuse comme de faire des mariages, confia-t-il dans l'oreille au docteur Cottard. J'en ai déjà réussi beaucoup, même entre femmes. » En disant aux Verdurin que Swann était très smart, Odette leur avait fait craindre un ennuyeux. Il leur fit au contraire une excellente impression, dont à leur insu sa fréquentation dans la société élégante était une des causes indirectes. Il avait en effet sur les hommes même intelligents qui ne sont jamais allés dans le monde une des supériorités de ceux qui y ont un peu vécu, qui est de ne plus le transfigurer par le désir ou par l'horreur qu'il inspire à l'imagination, de le considérer comme sans aucune importance. Leur amabilité, séparée de tout snobisme et de la peur de paraître trop aimable, devenue indépendante à cette aisance, cette grâce des mouvements de ceux dont les membres assouplis exécutent exactement ce qu'ils veulent, sans participation indiscrète et maladroite du reste du corps. La simple gymnastique élémentaire de l'homme du monde tendant la main avec bonne grâce au jeune homme inconnu qu'on lui présente et s'inclinant avec réserve devant l'ambassadeur à qui on le présente, avait fini par passer sans qu'il en fût conscient dans toute l'attitude sociale de Swann, qui vis-à-vis de gens d'un milieu inférieur au sien, comme étaient les Verdurin et leurs amis, fit instinctivement montre d'un empressement, se livra à des avances dont, selon eux, un ennuyeux se fût abstenu. Il n'eut un moment de froideur qu'avec le docteur Cottard. En le voyant lui cligner de l'œil et lui sourire d'un air ambigu avant qu'ils se fussent encore parlé, mimique que Cottard appelait « laisser venir », Swann crut que le docteur le connaissait sans doute pour s'être trouvé avec lui en quelques lieux de plaisir, bien que lui-même y allât pourtant fort peu, n'ayant jamais vécu dans le monde de la noce. Trouvant l'allusion de mauvais goût, surtout en présence d'Odette qui pourrait en prendre une mauvaise idée de lui, il affecta un air glacial. Mais quand il apprit qu'une dame qui se trouvait près de lui était Madame Cottard, il pensa qu'un mari aussi jeune n'aurait pas cherché à faire allusion, devant sa femme, à des divertissements de ce genre. Et il cessa de donner à l'air entendu du docteur la signification qu'il redoutait. Le peintre invita tout de suite Swann à venir avec Odette à son atelier. Swann le trouva gentil. « Peut-être qu'on vous favorisera plus que moi, dit Madame Verdurin sur un ton qui feignait d'être piqué, et qu'on vous montrera le portrait de Cottard. » Elle l'avait commandé au peintre. « Pensez bien, Monsieur Biche, rappela-t-elle au peintre, à qui c'était une plaisanterie consacrée de dire monsieur, à rendre le joli regard, le petit côté fin, amusant de l'œil.
Vous savez que ce que je veux surtout avoir, c'est son sourire. Ce que je vous ai demandé, c'est le portrait de son sourire. » Et comme cette expression lui sembla remarquable, elle la répéta très haut pour être sûre que plusieurs invités l'eussent entendue, et même, sous un prétexte vague, en fit d'abord rapprocher quelques-uns. Swann demanda à faire la connaissance de tout le monde, même d'un vieil ami des Verdurins, sa nièce, à qui sa timidité, sa simplicité et son bon cœur avaient fait perdre partout la considération que lui avait valu sa science d'archiviste, sa grosse fortune et la famille distinguée dont il sortait. Il avait dans la bouche, en parlant, une bouillie qui était adorable parce qu'on sentait qu'elle trahissait moins un défaut de la langue qu'une qualité de l'âme, comme un reste de l'innocence du premier âge qu'il n'avait jamais perdu. Toutes les consonnes qu'il ne pouvait prononcer figuraient comme autant de dureté dont il était incapable. En demandant à être présenté à M. Sagnette, Swann fit à Mme Verdurin l'effet de renverser les rôles, au point qu'en réponse, elle dit en insistant sur la différence « Monsieur Swann, voudriez-vous avoir la bonté de me permettre de vous présenter notre ami Sagnette ?» Mais excita chez Sagnette une sympathie ardente que d'ailleurs les Verdurins ne révélèrent jamais à Swann, car Sagnette les agaçait un peu. Il ne tenait pas à lui faire des amis. Mais en revanche, Swann les toucha infiniment en croyant devoir demander tout de suite à faire la connaissance de la tante du pianiste. En robe noire comme toujours, parce qu'elle croyait qu'en noir on est toujours bien et que c'est ce qu'il y a de plus distingué, elle avait le visage excessivement rouge comme chaque fois qu'elle venait de manger. Elle s'inclina devant Swann avec respect, mais se redressa avec majesté. Comme elle n'avait aucune instruction et avait peur de faire des fautes de français, elle prononçait exprès d'une manière confuse, pensant que si elle lâchait un cuir, il serait estompé d'un tel vague qu'on ne pourrait le distinguer avec certitude, de sorte que sa conversation n'était qu'un graillonnement indistinct duquel émergeaient de temps à autre les rares vocables dont elle se sentait sûre. Swann crut pouvoir se moquer légèrement d'elle en parlant à M. Verdurin, lequel, au contraire, fut piqué. « C'est une si excellente femme, répondit-il. Je vous accorde qu'elle n'est pas étourdissante, mais je vous assure qu'elle est agréable quand on cause seul avec elle. » « Je n'en doute pas, s'empressa de concéder Swann. Je voulais dire qu'elle ne me semblait pas éminente, ajouta-t-il en détachant cet adjectif, et en somme, c'est plutôt un compliment. Tenez, dit M. Verdurin, je vais vous étonner, elle écrit d'une manière charmante. Vous n'avez jamais entendu son neveu ? C'est admirable, n'est-ce pas, docteur ? Voulez-vous que je lui demande de jouer quelque chose, monsieur Swann ? Mais ce sera un bonheur, commença à répondre Swann quand le docteur l'interrompit d'un air moqueur. En effet, ayant retenu que dans la conversation l'emphase, l'emploi de formes solennelles était suranné, dès qu'il entendait un mot grave dit sérieusement comme venait de l'être le mot bonheur, il croyait que celui qui l'avait prononcé venait de se montrer prud'homesque. Et si, de plus, ce mot se trouvait figuré par hasard dans ce qu'il appelait un vieux cliché, si courant que ce mot fût d'ailleurs, le docteur supposait que la phrase commencée était ridicule et la terminait ironiquement par le lieu commun qu'il semblait accuser son interlocuteur d'avoir voulu placer, alors que celui-ci n'y avait jamais pensé. « Un bonheur pour la France !» s'écria-t-il malicieusement en levant les bras avec emphase. Monsieur Verdurin ne put s'empêcher de rire. « Qu'est-ce qu'ils ont à rire, toutes ces bonnes gens-là ? On a l'air de ne pas engendrer la mélancolie dans votre petit coin là-bas, » s'écria Madame Verdurin. « Si vous croyez que je m'amuse, moi, à rester toute seule en pénitence, » ajouta-t-elle sur un ton dépité, en faisant l'enfant. Madame Verdurin était assise sur un haut siège suédois en sapin ciré qu'un violoniste de ce pays lui avait donné et qu'elle conservait, quoiqu'il rappelât la forme d'un escabeau et jurât avec les beaux meubles anciens qu'elle avait, mais elle tenait à garder en évidence les cadeaux que les fidèles avaient l'habitude de lui faire de temps en temps, afin que les donateurs eussent le plaisir de les reconnaître quand ils venaient. Aussi tâchait-elle de persuader qu'on s'en tint aux fleurs et aux bonbons, qui du moins se détruisent.
Mais elle n'y réussissait pas et c'était chez elle une collection de chauffe-pieds, de coussins, de pendules, de paravents, de baromètres, de potiches, dans une accumulation de redites et un disparate d'étrennes. De ce poste élevé, elle participait avec entrain à la conversation des fidèles et s'égayait de leur fumisterie. Mais depuis l'accident qui était arrivé à sa mâchoire, elle avait renoncé à prendre la peine de pouffer effectivement et se livrait à la place à une mimique conventionnelle qui signifiait, sans fatigue ni risque pour elle, qu'elle riait aux larmes. Au moindre mot que lâchait un habitué contre un ennuyeux ou contre un ancien habitué rejeté au camp des ennuyeux, et pour le plus grand désespoir de M. Verdurin, qui avait eu longtemps la prétention d'être aussi aimable que sa femme, mais qui, riant pour de bon, s'essoufflait vite et avait été distancé et vaincu par cette ruse d'une incessante et fictive hilarité, elle poussait un petit cri, fermait entièrement ses yeux d'oiseau qu'une taie commençait à voiler, et brusquement, comme si elle n'eût eu que le temps de cacher un spectacle indécent ou de parer à un accès mortel, plongeant sa figure dans ses mains qui la recouvraient et n'en laissaient plus rien voir, elle avait l'air de s'efforcer de réprimer, d'anéantir un rire qui, si elle s'y fût abandonnée, l'eût conduite à l'évanouissement. Telle, étourdie par la gaieté des fidèles, ivre de camaraderie, de médisance et d'assentiment, Madame Verdurin, juchée sur son perchoir, pareil à un oiseau dont on eût trempé le colifichet dans du vin chaud, sanglotait d'amabilité. Cependant, M. Verdurin, après avoir demandé à Swann la permission d'allumer sa pipe, ici on ne se gêne pas, on est entre camarades, priait le jeune artiste de se mettre au piano. Allons, voyons, ne l'ennuie pas, il n'est pas ici pour être tourmenté, s'écria Madame Verdurin. Je ne veux pas qu'on le tourmente, moi. Mais pourquoi veux-tu que ça l'ennuie, dit M. Verdurin. Monsieur Swann ne connaît peut-être pas la sonate en fa dièse que nous avons découverte. Il va nous jouer l'arrangement pour piano. Ah non, pas ma sonate, s'écria Madame Verdurin. Je n'ai pas envie à force de pleurer, de me fiche à un rhume de cerveau avec névralgie faciale, comme la dernière fois. Merci du cadeau, je ne tiens pas à recommencer. Vous êtes bons, vous autres. On voit bien que ce n'est pas vous qui garderez le lit 8 jours. Cette petite scène qui se renouvelait chaque fois que le pianiste allait jouer enchantait les amis aussi bien que si elle avait été nouvelle, comme une preuve de la séduisante originalité de la patronne et de sa sensibilité musicale. Ceux qui étaient près d'elle faisaient signe à ceux qui, plus loin, fumaient ou jouaient aux cartes de se rapprocher, qu'il se passait quelque chose, leur disant, comme on fait au Reichstag dans les moments intéressants, « Écoutez, écoutez !» Et le lendemain, on donnait des regrets à ceux qui n'avaient pas pu venir en leur disant que la scène avait été encore plus amusante que d'habitude. « Eh bien, voyons, c'est entendu, dit M. Verdurin, il ne jouera que l'andante. »« Que l'andante, comme tu y vas, s'écria Madame Verdurin. C'est justement l'andante qui me casse bras et jambes. Il est vraiment superbe, le patron. C'est comme si dans la 9e, il disait « Nous n'entendrons que le final » ou dans les maîtres que l'ouverture. Le docteur, cependant, poussait Madame Verdurin à laisser jouer le pianiste, non pas qu'il crût fin les troubles que la musique lui donnait, il y reconnaissait certains états neurasthéniques, mais par cette habitude qu'ont beaucoup de médecins de faire fléchir immédiatement la sévérité de leurs prescriptions dès qu'est en jeu, chose qui leur semble beaucoup plus importante, quelques réunions mondaines dont ils font partie et dont la personne à qui ils conseillent d'oublier pour une fois sa dyspepsie ou sa grippe est un des facteurs essentiels. « Vous ne serez pas malade cette fois-ci, vous verrez, dit-il en cherchant à la suggestionner du regard. Et si vous êtes malade, nous vous soignerons. » Bien vrai, répondit Madame Verdurin, comme si devant l'espérance d'une telle faveur, il n'y avait plus qu'à capituler. Peut-être aussi, à force de dire qu'elle serait malade, y avait-il des moments où elle ne se rappelait plus que c'était un mensonge et prenait une âme de malade. Or ceux-ci, fatigués d'être toujours obligés de faire dépendre de leur sagesse la rareté de leurs accès, aiment se laisser aller à croire qu'ils pourront faire impunément tout ce qui leur plaît et leur fait mal d'habitude, à condition de se remettre en les mains d'un être puissant qui, sans qu'ils aient aucune peine à prendre,
d'un mot ou d'une pilule, les remettra sur pied. Odette était allée s'asseoir sur un canapé de tapisserie qui était près du piano. « Vous savez, j'ai ma petite place, dit-elle à Madame Verdurin. Celle-ci, voyant Swann sur une chaise, le fit lever. « Vous n'êtes pas bien là, allez donc vous mettre à côté d'Odette, n'est-ce pas Odette? Vous ferez bien une place à Monsieur Swann. » « Quel joli Beauvais, dit avant de s'asseoir Swann qui cherchait à être aimable. « Ah, je suis contente que vous appréciez mon canapé, répondit Madame Verdurin. Et je vous préviens que si vous voulez en voir d'aussi beaux, vous pouvez y renoncer tout de suite. Jamais ils n'ont rien fait de pareil. Les petites chaises aussi sont des merveilles. Tout à l'heure, vous regarderez cela. Chaque bronze correspond comme attribut au petit sujet du siège. Vous savez de quoi vous amuser si vous voulez regarder cela. Je vous promets un bon moment. Rien que les petites frises des bordures tenaient là la petite vigne sur fond rouge de l'ours et les raisins. Est-ce dessiné? Qu'est-ce que vous dites? Je crois qu'il le savait plutôt dessiner. Est-elle assez appétissante, cette vigne? Mon mari prétend que je n'aime pas les fruits parce que j'en mange moins que lui. Mais non, je suis plus gourmande que vous tous, mais je n'ai pas besoin de me les mettre dans la bouche puisque je jouis par les cieux. Qu'est-ce que vous avez tous à rire? Demandez au docteur, il vous dira que ce raisin-là me purge. D'autres font des cures de Fontainebleau, moi je fais ma petite cure de Beauvais. Mais, monsieur Swann, vous ne partirez pas sans avoir touché les petits bronzes des dossiers. Est-ce assez doux comme patine? Mais non, à pleine main, touchez-les bien. Ah, si Madame Verdurin commence à peloter les bronzes, nous n'entendrons pas de musique ce soir, dit le peintre. Taisez-vous, vous êtes vilain. Au fond, dit-elle, en se tournant vers Swann, on nous défend à nous autres, comme femmes, des choses moins voluptueuses que cela. Mais il n'y a pas une chair comparable à cela. Quand M. Verdurin me faisait l'honneur d'être jaloux de moi... Allons, sois poli au moins, ne dis pas que tu ne l'as jamais été. Mais je ne dis absolument rien. Voyons, docteur, je vous prends à témoin. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Swann palpait les bronzes par politesse et n'osait pas cesser tout de suite. Allons, vous les caresserez plus tard. Maintenant, c'est vous qu'on va caresser dans l'oreille. Vous aimez cela, je pense. Voilà un petit jeune homme qui va s'en charger. Or, quand le pianiste eut joué, Swann fut plus aimable encore avec lui qu'avec les autres personnes qui se trouvaient là. Voici pourquoi. L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du violon mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie. Il ne savait lui-même qui passait et lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de rose circulant dans l'air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines. Peut-être est-ce parce qu'il ne savait pas la musique qu'il avait pu éprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-être pourtant les seules purement musicales, inattendues, entièrement originales, irréductibles à tout autre ordre d'impression. Une impression de ce genre, pendant un instant, est pour ainsi dire cinémateria. Sans doute les notes que nous entendons alors tendent déjà, selon leur hauteur et leur quantité, à couvrir devant nos yeux des surfaces de dimensions variées, à tracer des arabesques, à nous donner des sensations de largeur, de ténuité, de stabilité, de caprice. Mais les notes sont évanouies avant que ces sensations soient assez formées en nous pour ne pas être submergées par celles qu'éveillent déjà les notes suivantes ou même simultanées. Et cette impression continuerait à envelopper de sa liquidité et de son fondu les motifs qui par instant en émergent,
à peine discernable, pour plonger aussitôt et disparaître, connu seulement par le plaisir particulier qu'il donne, impossible à décrire, à se rappeler, à nommer, ineffable. Si la mémoire, comme un ouvrier qui travaille à établir des fondations durables au milieu des flots, en fabriquant pour nous des facsimilés de ces phrases fugitives, ne nous permettait de les comparer à celles qui leur succèdent et de les différencier. Ainsi, à peine la sensation délicieuse que Swann avait ressentie était-elle expirée, que sa mémoire lui en avait fourni, séance tenante, une transcription sommaire et provisoire, mais sur laquelle il avait jeté les yeux tandis que le morceau continuait, si bien que, quand la même impression était tout d'un coup revenue, elle n'était déjà plus insaisissable. Il s'en représentait l'étendue, les groupements symétriques, la graphie, la valeur expressive. Il avait devant lui cette chose qui n'est plus de la musique pure, qui est du dessin, de l'architecture, de la pensée, et qui permet de se rappeler la musique. Cette fois, il avait distingué nettement une phrase s'élevant pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des voluptés particulières dont il n'avait jamais eu l'idée avant de l'entendre, dont il sentait que rien autre qu'elle ne pourrait les lui faire connaître, et il avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu. D'un rythme lent, elle le dirigeait ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, inintelligible et précis. Et tout d'un coup, au point où elle était arrivée et d'où il se préparait à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement elle changeait de direction, et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois. Et elle reparut, en effet, mais sans lui parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Mais rentré chez lui, il eut besoin d'elle. Il était comme un homme dans la vie de qui une passante qu'il a aperçue un moment vient de faire entrer l'image d'une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande, sans qu'il sache seulement s'il pourra revoir jamais celle qu'il aime déjà et dont il ignore jusqu'au nom. Même cet amour pour une phrase musicale sembla un instant devoir amorcer chez Swann la possibilité d'une sorte de rajeunissement. Depuis si longtemps, il avait renoncé à appliquer sa vie à un but idéal et la bornait à la poursuite de satisfactions quotidiennes qu'il croyait, sans jamais le dire formellement, que cela ne changerait plus jusqu'à sa mort, bien plus, ne se sentant plus d'idées élevées sûres. Dans l'esprit, il avait cessé de croire à leur réalité, sans pouvoir non plus la nier tout à fait. Aussi avait-il pris l'habitude de se réfugier dans des pensées sans importance et qui lui permettaient de laisser de côté le fond des choses. De même qu'il ne se demandait pas s'il n'eût pas mieux fait de ne pas aller dans le monde, mais en revanche savait avec certitude que s'il avait accepté une invitation, il devait s'y rendre, et que s'il ne faisait pas de visite après, il lui fallait laisser des cartes. De même, dans sa conversation, il s'efforçait de ne jamais exprimer avec cœur une opinion intime sur les choses, mais de fournir des détails matériels qui valaient en quelque sorte par eux-mêmes et lui permettaient de ne pas donner sa mesure. Il était extrêmement précis pour une recette de cuisine, pour la date de la naissance ou de la mort d'un peintre, pour la nomenclature de ses œuvres. Parfois, malgré tout, il se laissait aller à émettre un jugement sur une œuvre, sur une manière de comprendre la vie, mais il donnait alors à ses paroles un ton ironique comme s'il n'adhérait pas tout entier à ce qu'il disait. Or, comme certains valétudinaires chez qui, tout d'un coup, un pays où ils sont arrivés à un régiment différent, quelquefois une évolution organique, spontanée et mystérieuse, semble amener une telle régression de leur mal qu'ils commencent à envisager la possibilité inespérée de commencer sur le tard une vie toute différente, Swann trouvait en lui,
dans le souvenir de la phrase qu'il avait entendue, dans certaines sonates qu'il s'était fait jouer, pour voir s'il ne lui découvrirait pas la présence d'une de ces réalités invisibles auxquelles il avait cessé de croire et auxquelles, comme si la musique avait eu sur la sécheresse morale dont il souffrait une sorte d'influence élective, il se sentait de nouveau le désir et presque la force de consacrer sa vie. Mais n'étant pas arrivé à savoir de qui était l'œuvre qu'il avait entendue, il n'avait pu se la procurer et avait fini par l'oublier. Il avait bien rencontré dans la semaine quelques personnes qui se trouvaient comme lui à cette soirée et les avait interrogées. Mais plusieurs étaient arrivées après la musique ou parties avant. Certaines pourtant étaient là pendant qu'on l'exécutait, mais étaient allées causer dans un autre salon et d'autres restées à écouter n'avaient pas entendu plus que les premières. Quant au maître de maison, il savait que c'était une œuvre nouvelle que les artistes qu'ils avaient engagés avaient demandé à jouer. Ceci étant parti en tournée, Swann ne put pas en savoir davantage. Il avait bien des amis musiciens, mais tout en se rappelant le plaisir spécial et intraduisible que lui avait fait la phrase, en voyant devant ses yeux les formes qu'elle dessinait, il était pourtant incapable de la leur chanter. Puis il cessa d'y penser. Or, quelques minutes à peine après que le petit pianiste avait commencé de jouer chez Madame Verdurin, tout d'un coup, après une note longuement tendue pendant 2 mesures, il vit approcher, s'échappant dessous cette sonorité prolongée et tendue comme un rideau sonore pour cacher le mystère de son incubation, il reconnut, secrète, bruissante et divisée, la phrase aérienne et odorante qu'il aimait. Et elle était si particulière, elle avait un charme si individuel et qu'aucun autre n'aurait pu remplacer, que ce fut pour Swann comme s'il eût rencontré dans un salon ami une personne qu'il avait admirée dans la rue et désespérait de jamais retrouver. À la fin, elle s'éloigna, indicatrice, diligente, parmi les ramifications de son parfum, laissant sur le visage de Swann le reflet de son sourire. Mais maintenant, il pouvait demander le nom de son inconnu. On lui dit que c'était l'andante de la sonate pour piano et violon de Vinteuil. Il la tenait. Il pourrait la voir chez lui aussi souvent qu'il voudrait, essayer d'apprendre son langage et son secret. Et je vais m'arrêter là pour cette lecture, même si c'est peut-être pas la meilleure coupure, mais voilà, je vais m'arrêter là. Pardon pour ces petits yeux, cette petite forme avec toutes ces... J'ai heurté les mots, j'ai eu beaucoup d'hésitations et j'ai commis pas mal d'erreurs et c'est la vie. Pardon pour ça, malgré tout. Voilà, pardon. On n'est pas dans la meilleure des formes, ça ira mieux. Je dis on pour moi, là, effectivement, parce que je souhaite bien que vous soyez en parfaite santé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Ou à bientôt. Ouais, je pense que je vais pouvoir lire moins régulièrement. Pendant un temps au moins. Je ne sais pas. Il faut que je m'organise. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Et prenez soin de vous. Et à bientôt. Merci encore.